Nous vous proposons quelques extraits de la lecture à deux voix du 19 juin dans la bibliothèque de Châteauneuf-sur-Loire. Par ordre, des extraits de Une ardente patience d'Antonio Scarmetta, La maison aux esprits d'Isabelle Allende, enfin, De l'amour et autres démons de Gabriel García Márquez. Qui est-ce? Il s'appelle Mario. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est facteur. Facteur? Tu n'as pas vu sa sacoche? Bien sûr que je l'ai vu, sa sacoche. Et j'ai vu aussi à quoi elle lui sert, sa sacoche. À mettre une bouteille de vin dedans. Vous l'avez fini sa tournée. Et il le porte à qui, le courrier? À Don Pablo. Neruda? Bien sûr, ils sont amis. C'est lui qui te l'a dit. Je les ai vus ensemble l'autre jour. Ils sont venus discuter à l'auberge. Et de quoi ils ont parlé? De politique. Ah, parce qu'en plus, il est communiste? Mais maman, Neruda va être président du Chili. Mademoiselle, si vous vous mettez à confondre poésie et politique, vous ne tarderez pas à vous retrouver fille-mère. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Des métaphores. Il m'a dit que mon sourire se déploie comme un papillon sur mon visage. Et quoi encore? Eh bien, quand il a dit ça, j'ai ri. Et ensuite? Ensuite, il a dit quelque chose sur mon rire. Il a dit que mon rire était une rose, une lance qui s'égrène, une eau qui se brise. Il a dit que mon rire était une fulgurante vague d'argent. Et alors toi, qu'est-ce que tu as fait? Oh, je suis restée muette. Et lui? Qu'est-ce qu'il m'a dit après? Non, ma petite fille, qu'est-ce qu'il t'a fait après? Parce que ton facteur, il a une bouche, mais il a aussi des mains. Il ne m'a pas touchée. Oh, pas une fois. Il a dit qu'il était heureux d'être étendu auprès d'une jeune fille pure comme la rive d'un océan blanc. Et toi? Moi, je suis restée sans rien dire. Je pensais. Et lui? Il a dit qu'il aimait mon silence parce qu'il était comme une absence. Et toi? Moi, je l'ai regardé. Ma petite fille, ça suffit comme ça. Nous sommes devant un cas très dangereux. Ces hommes qui attaquent d'abord avec la parole, ce sont ceux qui vont ensuite le plus loin avec les mains. Mais les mots ne peuvent pas faire de mal. Il n'y a pas de pire drogue que le boniment. Une histoire de métaphore. Mais tu vois dans quel état tu es. Maman! Tu es moite comme une plante. La fièvre que tu as, ma fille, il n'y a que 2 médicaments pour la soigner. Les cachets ou les voyages. Allez, fais tes bagages. Oh, je ne suis pas d'accord, je reste. Non, ma petite fille, les paroles entraînent les ennuis, comme les rivières charrient les cailloux. Fais ta valise. Je sais me défendre. Et comment que tu sais te défendre? Dans l'état où tu es, il suffirait de te frôler avec le petit doigt. Et rappelle-toi que j'ai lu Neruda bien avant toi. Comme si je ne savais pas que quand ça leur chauffe le bas-ventre, tous les hommes font les poètes. Neruda est quelqu'un de sérieux. Il va être président? Quand il s'agit d'aller au lit, ils sont tous pareils, président, curé ou poète communiste. Tu sais qui a écrit « J'aime l'amour des marins qui donnent un baiser et s'en vont. Ils laissent une promesse et jamais ne reviennent. » Neruda? Bien sûr que c'est Neruda. Et toi, tu bois ça comme du petit lait. Je ne vois pas pourquoi tu fais un scandale pour une histoire de baiser. Pour un baiser, non. Mais le baiser,
C'est l'étincelle qui provoque l'incendie. Tiens, écoute encore ce vers de Neruda. J'aime l'amour qui se partage entre les baisers, le lit et le pain. En clair, fillette, ça veut dire que cette chose-là, c'est petit déjeuner au lit compris. Maman! Fais bien gentiment ta valise, c'est tout ce que je te demande. C'est ridicule. Parce qu'un homme m'a dit que mon sourire voltige sur mon visage comme un papillon, il faut que je parte à Santiago. Oh, ne fais pas la dinde. Aujourd'hui, ton sourire est un papillon, mais demain, tes tétons seront deux colombes qui veulent qu'on les fasse roucouler. Tes mamelons, deux framboises fondantes. Ton cul, le gréement d'un vaisseau. Et la chose qui fume en ce moment entre tes jambes, le sombre brasier de jet où se forge le métal en érection de la race. Bonsoir. Je vois que tu as fait ton chemin. C'est grâce à vos 50 pesos, patron. Ils m'ont servi pour commencer. À présent, je peux vous les rendre, mais avec un coup de pouce, car avec l'inflation, ils ne valent plus autant qu'avant. Je préfère que tu me doives un petit service, Transito. J'achevais de lui ôter ses jupons et pus vérifier qu'il ne restait presque plus rien de la fille maigrichonne aux coudes et aux genoux pointus qui travaillait jadis à la lanterne rouge, hormis ses infatigables prédispositions pour le plaisir des sens et sa voix d'oiseau enroué. Elle avait le corps épilé et son épiderme avait été frotté au citron et au miel de mélisse, comme elle me l'expliqua, jusqu'à le laisser aussi doux et blanc qu'une peau de bébé. Elle avait les ongles peints en rouge et un serpent tatoué autour du nombril, dont elle pouvait faire bouger les anneaux tout en gardant le reste du corps dans une immobilité parfaite. Dans le même temps où elle me démontrait son habileté à faire onduler le reptile, elle me raconta sa vie. Si je m'en étais resté à la lanterne rouge, que serait-il advenu de moi, patron? Je n'aurais déjà plus de dents. Je serais une vieille. Oh, dans cette profession, on a vite fait de s'user. Faut s'entretenir. Encore heureux que je ne fasse pas le trottoir. Moi, ça m'a jamais rien dit. Il y a trop de danger. Sur le bitume, il faut avoir un Jules. Autrement, on risque gros. Personne ne vous respecte. Mais pourquoi donner à un marlou ce qui coûte tant à gagner? Là-dessus, les femmes sont des gourdes, sont des paumées. Elles ont besoin d'un mec pour se sentir protégées. Et elles ne se rendent pas compte que la seule chose dont elles doivent avoir peur, c'est de leur propre mec. Elles ne savent pas s'occuper elles-mêmes de leurs affaires. Il faut toujours qu'elles se sacrifient pour quelqu'un d'autre. Oh, croyez-moi, patron, les tapineuses sont les plus à plaindre. Elles bousillent leur vie à marner pour un maquereau, se pâment quand il les bat, se sentent toutes fières quand elles le voient bien sapé avec des dents en or, des bagues. Et quand il les laisse tomber pour une autre plus jeune, elles lui pardonnent. Parce que les hommes, ils sont comme ça. Oh non, patron, je ne mange pas de ce pain-là. Moi, personne ne m'a jamais entretenu. Et ce n'est pas demain que je serai assez cinglée pour me mettre à entretenir quelqu'un. Et je travaille pour Bibi. Ce que je gagne, je le dépense comme ça me chante. Ça m'a beaucoup demandé. Ne croyez pas que ce soit si facile, car les patronnes de claque n'aiment pas traiter avec des femmes. Elles préfèrent s'entendre avec la prescaille. On ne nous aide pas. On ne nous a aucune considération. On dirait pourtant qu'ici on t'apprécie, Transito.
On m'a dit que tu étais ce qu'il y a de mieux dans la maison. Et c'est bien vrai. L'affaire tomberait si je n'étais pas là à travailler comme une bourrique. Les autres, on dirait déjà des loques. Il ne vient ici que des séniles. Ah, ce n'est plus comme avant. Il faudrait me moderniser tout ça pour attirer les gens du bureau qui n'ont rien à faire entre midi et l'heure de la reprise, et aussi les jeunes, les étudiants. Il faudrait agrandir les installations, rendre l'endroit plus gai et nettoyer. Nettoyer à fond. Comme ça, la clientèle viendrait en confiance et n'irait pas penser qu'on va lui flanquer la vérole. Pas vrai? Ici, c'est une porcherie. On ne fait jamais le ménage. Tenez, soulevez l'oreiller. Je parie qu'une punaise va vous sauter dessus. Je l'ai dit à madame, mais elle n'écoute pas. Elle n'a pas le sens des affaires. Et toi, tu l'as? Ah, pour sûr, patron. Pour faire marcher le Christophe Colomb, c'est 1 million d'idées qui me passent par la tête. Ah, dans ce métier, on peut dire que j'y mets du mien. J'ai escaladé le mur. Dit-il, presque sans voix. Sierva Maria ne s'en émut pas. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pour te voir. Répondit-il. Décontenancé, les mains tremblantes et la gorge nouée, il ne trouva rien d'autre à dire. Allez-vous-en, dit Sierva Maria. Il secoua plusieurs fois la tête en signe de refus, de peur que la voix lui manque. allez-vous-en, Répéta-t-elle. ou je crie. Il était si près d'elle qu'il sentit la tiédeur de son souffle virginal. Ils peuvent me tuer, mais je ne partirai pas. Dit-il. Soudain, il comprit qu'il avait surmonté sa terreur, et il ajouta d'une voix ferme. De sorte que si tu veux crier, fais-le. Elle se mordit les lèvres. Cayetano s'assit au bord du lit et fit le récit minutieux de son châtiment, mais n'en révéla pas les causes. Sierva Maria comprit plus de choses qu'il n'en pouvait dire. Elle le regarda sans crainte et lui demanda pourquoi il ne portait plus de bandeau sur l'œil. « Je n'en ai plus besoin, dit-il enhardi. À présent, quand je ferme les yeux, je vois une chevelure semblable à un fleuve d'or. » Il partit 2 heures plus tard, rayonnant de joie, car Sierva Maria avait accepté qu'il revînt, à condition qu'il lui apportât ses friandises préférées de la porte des marchands. Le lendemain soir, il arriva si tôt que le couvent était encore en éveil et qu'elle finissait de broder l'ouvrage de Martina à la lueur de la chandelle. Le 3e soir, il apporta des mèches et de l'huile pour faire de la lumière. Le 4e soir, samedi, il passa plusieurs heures à l'aider à se débarrasser des poux qui avaient recommencé à se propager dans la cellule. Lorsque la chevelure fut propre et peignée, il sentit la sueur glacée de la tentation l'inonder de nouveau. Il s'allongea de nouveau près de Sierva Maria, la respiration altérée, et rencontra les yeux diaphanes à un pouce des siens. Le vertige les gagna. Lui, priant par peur, soutint son regard. Elle, se donnant courage, parla. « Quel âge avez-vous » ? « J'ai eu 36 ans au mois de mars. » Elle le dévisagea. « Vous êtes un petit vieux » dit-elle avec une pointe de malice. Elle s'attarda sur le front creusé de sillon et ajouta avec toute la cruauté de son âge. « Un petit vieux tout ridé. » Cayetano le prit avec bonne humeur. Sierva Maria lui demanda pourquoi il avait une mèche blanche.
C'est une tache de lune, dit-il. poudrée, Dit-elle. naturelle. Ma mère avait la même. Il avait gardé ses yeux dans les siens, mais elle ne semblait pas prête à se rendre. Il poussa un long soupir et récita. Ô doux attrait, pour mon malheur trouvé. Elle ne comprit pas, C'est un vers du grand-père de mon arrière-grand-père. expliqua-t-il. Il a écrit 3 églodes, 2 élégies, 5 chansons et 40 sonnets. La plupart pour une Portugaise sans grande beauté qui ne fut jamais sienne. D'abord parce qu'il était marié, ensuite parce qu'elle a épousé un autre homme et qu'elle est morte avant lui. Lui aussi était prêtre? Non, il était soldat. Dans le cœur de Sierva Maria, quelque chose avait frémi, car elle voulut réentendre le vers. Il le redit et poursuivit d'une voix vibrante et articulée jusqu'au dernier des 40 sonnets de Don Garcilaso de la Vega, chevalier d'amour et de guerre, fauché à la fleur de l'âge par un feu de pierrier. Quand il eut terminé, Cayetano prit la main de Sierva Maria et la posa sur son cœur. Elle y sentit la fureur de la tourmente. Il est toujours ainsi, dit-il. Alors, coupant court à la panique, il se libéra du liment qui l'empêchait de vivre. Il avoua qu'il pensait à elle à chaque instant, que tout ce qu'il mangeait et buvait avait sa saveur, qu'elle était la vie à toute heure et en tout lieu, comme Dieu seul a le droit et le pouvoir de l'être, et que le vœu suprême de son cœur était de mourir avec elle. Il parla comme il avait récité, avec des mots limpides et enflammés, le regard perdu quand il eut le sentiment que Sierva Maria s'était endormie. Mais elle était éveillée, ses yeux de biche effarouchés posés sur lui. C'est à peine si elle osa lui demander « Et maintenant ?»« Et maintenant rien, dit-il. je voulais que tu le saches. » Il ne put continuer. Pleurant en silence, il passa son bras sous la tête de Sierva Maria pour lui faire un oreiller, et elle se leva à son côté. Ils demeurèrent ainsi, sans dormir, sans parler, jusqu'au moment où les coqs chantèrent, et Cayetano dut se hâter pour arriver à temps à la messe de 5 heures. Avant qu'il ne parte, Sierva Maria lui offrit le magnifique collier d'Odua, 18 pouces de grains de nacre et de corail. Les jours suivants, ils ne connurent d'instant de paix qu'ensemble. Ils causèrent des douleurs de la passion sans jamais se rassasier, s'épuisèrent en baisers, déclamèrent des poèmes d'amour en versant des larmes de feu, chantèrent à voix basse, roulèrent dans des abîmes de volupté jusqu'aux limites de leur force, exténués mais vierges, car il avait décidé de respecter ses vœux jusqu'au jour du sacrement, et elle avait accepté sa résolution.